Il n'est pas un secret que l'Amérique des années 1950 était un foyer de haine, avec le racisme et le macartisme qui prospéraient pendant la décennie. C'est une époque qui est idéalisée avec des gens se souvenant avec nostalgie des jupes volumineuses, des glaciers et de la musique rockabilly. Mais la nostalgie est une trompeuse mortelle et on ne peut jamais lui faire confiance pour montrer toute la vérité. Les années 1950 ont également été le théâtre de certains des crimes les plus odieux d'Amérique. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Détective Affaires classées, nous examinerons 2 affaires non résolues des années 50. La famille Walker. La famille et les amis des Walker auraient dû pouvoir célébrer leur Noël avec eux en 1959, mais en raison des actions d'un ou de plusieurs coupables non identifiés, ils ont fini par pleurer la perte de leurs proches, en deuil, au lieu de profiter de la saison festive. Le matin du 20e décembre 1959, à Osprey, en Floride, un ouvrier agricole nommé Daniel McGlurd est allé chercher son collègue Cliff Walker, âgé de 25 ans, car le duo prévoyait de passer la journée à chasser le porc. Cependant, lorsque Daniel a garé son camion, il a remarqué le calme absolu de la maison et a immédiatement ressenti une vague d'anxiété le submerger. Quelque chose n'allait pas. Cliff et sa femme, Christine, âgée de 24 ans, avaient 2 jeunes enfants, un petit garçon, Jimmy, qui avait 3 ans, et une petite fille, Debbie, qui n'avait qu'1 an. En conséquence, la famille se levait souvent à l'aube, et la maison dans laquelle ils vivaient bourdonnait constamment de l'effervescence de la vie. Daniel est sorti de son camion et s'est dirigé vers l'entrée des Walker. Il a frappé sans réponse. Inquiet pour le bien-être de la famille, il a ensuite coupé la moustiquaire et est entré dans la maison. Ce qu'il a trouvé était un bain de sang. Christine était la première qui l'a vu. Elle gisait dans l'entrée du salon. Une balle de calibre 22 avait traversé son crâne. Plus tard, les forces de l'ordre découvriront qu'elle avait été agressée sexuellement avant de rencontrer son trépas. Daniel aperçut les corps de Cliff et Jimmy dans un coin de la pièce. Tous 2 avaient été abattus d'une balle dans la tête. Debbie était introuvable, mais Daniel en avait déjà vu assez. Il a quitté la maison et a contacté la police locale qui a découvert Debbie 1 an dans la baignoire. Elle avait été abattue et noyée. Il a été théorisé que le coupable a noyé la petite fille parce qu'il n'avait plus de munitions et qu'elle n'est pas morte immédiatement de la blessure par balle. La police à Osprey avait du pain sur la planche. Ils ont réussi à établir que Christine était rentrée chez elle en premier après une journée de course à 4 heures de l'après-midi et que Cliff, avec les enfants, était arrivé un peu plus tard. Comme Christine a eu le temps de ranger les courses, on suggère qu'elle connaissait l'agresseur et qu'elle a peut-être passé du temps à parler avec lui avant d'être attaquée. Ce qui était également prouvé, c'est que Christine avait livré un combat acharné contre le coupable en utilisant ses talons hauts qui ont été retrouvés avec du sang dessus dans le porche avant. Les autorités ont également découvert que plusieurs objets manquaient dans la maison de la famille. Le couteau de poche de Cliff, l'uniforme de majorette de lycée de Christine et les certificats de mariage du couple. Tous ces objets semblaient être des choses étranges à voler, et l'idée a été proposée que Christine était la véritable cible de l'attaque et que le coupable était amoureux d'elle ou un ex-petit ami à elle. Bien que la police ait eu beaucoup de théories, leurs preuves étaient limitées. Ils ont trouvé une bande de cellophane provenant d'un emballage de cigarettes Kool, une empreinte digitale sur le robinet de la baignoire et une seule botte de cow-boy ensanglantée appartenant probablement à la famille, bien que cela ne soit pas clair. Il est également noté que le coupable a verrouillé la porte d'entrée derrière lui. En tout, 587 personnes ont été considérées comme suspectes à un moment ou à un autre. La liste des suspects comprenait Daniel, qui avait trouvé les corps de la famille, un voisin qui aurait fait des avances à Christine, et Albert Walker, un cousin de Cliff qui avait des tendances violentes. Un ancien partenaire de Christine, un homme nommé Curtis McCall, a également été enquêté. Des rumeurs d'une liaison entre le couple s'étaient répandues dans la ville.
Et bien que McCall ait nié les rumeurs, il n'a jamais été totalement écarté, bien qu'il n'y ait aucune preuve contre lui non plus. Quoi qu'il en soit, aucun de ces suspects n'a abouti et le mobile derrière le meurtre brutal de la famille Blue Walker n'a jamais été identifié. À un moment après les meurtres, un tueur en série nommé Emmett Monroe Spencer a prétendu qu'il était l'auteur, mais cette confession a été plus tard discréditée car Spencer était un menteur pathologique connu. On pensait que Spencer avait construit sa confession à partir des articles de meurtre dans les journaux locaux et des romans policiers qu'il aimait lire. L'affaire de la famille Walker est ensuite restée en suspens durant des décennies. Puis, en 2012, le bureau du shérif du comté de Sarasota a commencé à enquêter sur les liens entre l'affaire et les meurtriers condamnés Perry Smith et Richard Hickok. Le duo, des criminels de carrière, a été condamné pour le meurtre de 4 membres de la famille Clutter au Kansas en 1959 et ont été plus tard exécutés en 1965 pour ces meurtres. Les meurtres de la famille Clutter ont été relatés dans le célèbre livre De sang-froid, publié en 1965. Dans le livre, l'auteur a rejeté l'idée que Smith et Hickok étaient responsables du massacre de la famille Walker parce qu'ils avaient un alibi pour le moment où les exécutions ont eu lieu. Cependant, les dossiers et les témoins des enquêteurs du Kansas et de la Floride contredisent ce récit. Smith et Hickok étaient considérés comme suspects depuis aussi loin que 1960. 34 jours avant les meurtres de Walker, les criminels se sont enfuis en Floride dans une voiture volée et se sont enregistrés dans un motel à seulement 4 heures d'Osprey. Ils ont quitté le motel le matin du massacre de la famille Walker et ont été arrêtés le 30 décembre 1959 à Las Vegas, Nevada. Un test de polygraphe effectué en 1960 semblait disculper le duo de toute implication. Mais il est bien connu aujourd'hui que les tests de polygraphe ne prouvent vraiment rien et ne sont même pas admissibles en cours. Les experts ont également noté que les machines à polygraphe de 1960 étaient notoirement inexactes. En décembre 2012, les enquêteurs ont annoncé qu'ils cherchaient à obtenir une ordonnance pour exhumer les corps de Smith et Hickok pour l'acide désoxyribonucléique. Ils espéraient que cela correspondrait à l'échantillon de sperme prélevé sur la scène de crime des Walker. Cette exhumation a finalement été réalisée, mais en 2013, il a été annoncé que les preuves acides désoxyribonucléiques provenant des corps ne pouvaient pas être définitivement associées aux preuves de la scène de crime car elles étaient contaminées. Seul un acide désoxyribonucléique partiel a été extrait de l'échantillon de la scène de crime, ce qui signifie qu'il n'a ni prouvé ni réfuté l'implication du duo dans l'affaire. Malgré ce revers, le duo est resté les suspects les plus viables dans le meurtre des Walker. Non seulement des témoins ont vu les deux dans la zone au moment du massacre, mais un couteau de poche similaire à celui de Cliff a également été trouvé lorsque les hommes ont été arrêtés. Certains ont théorisé que pendant leur séjour en Floride, le duo a frappé à la porte de la famille Walker et leur a proposé de leur vendre la voiture qu'ils avaient volée, une Chevrolet Bel Air de 1956, comme celle que Cliff voulait acheter. Et Christine a laissé les hommes entrer. Cependant, d'autres enquêteurs en ligne ont soutenu qu'il semble plus probable que le meurtre insensible de la famille était plus personnel, étant donné les objets qui ont été soulevés de la maison par la suite. Ces dernières années, le certificat de mariage qui a été pris a été récupéré par la nièce de Cliff, qui l'a trouvé parmi d'autres objets qui lui ont été donnés par un membre de la famille. On ne sait pas si ce membre de la famille non identifié a déjà été examiné par les autorités. En 2020, le massacre de la famille Walker reste non résolu. Marvin Cruz. Le 29 janvier 1958, Charles E., âgé de 48 ans, Cruz est rentré chez lui du travail vers 5 heures de l'après-midi. Il vivait dans une maison d'un étage et demi dans un quartier calme du côté nord d'Indianapolis avec sa femme de 41 ans, Malvina, et leur fils de 10 ans, Charles Cruz Jr., qui se faisait plus souvent appeler Buddy. Au début, rien ne semblait déranger dans la maison. Buddy était déjà à la maison et ce depuis environ 1h30. Il était assis devant la télévision, absorbé par un épisode de son émission préférée, Les aventures de Wild Bill Hickok. Malvina, l'épouse de Charles, était introuvable et inaudible. Comme elle supervisait actuellement les rénovations de la maison familiale, qui avait subi des dommages lors d'un incendie le mois précédent, il n'était pas inhabituel qu'elle ne soit pas là. Elle sortait fréquemment pour des courses, des réunions avec les ouvriers ou pour finaliser des documents.
Quand Charles a demandé à son fils où se trouvait sa mère, Buddy lui a dit qu'il supposait qu'elle faisait sa tournée de distribution de journaux. Apparemment, quand Buddy est rentré déjeuner plus tôt dans la journée, sa mère lui avait dit de ne pas s'en faire et qu'elle le ferait pour lui. Cela semblait être une réponse raisonnable jusqu'à ce que Buddy dise à son père qu'il n'aimait pas l'aspect de sa chambre. Il a mentionné que ses jouets étaient en désordre. Confus, Charles a décidé de se laver avant d'aller enquêter. Mais lorsqu'il est entré dans la salle de bain, un sentiment de malaise l'a envahi. Le rideau de douche avait été tiré pour se fermer. Lorsqu'il a tiré le rideau, Charles a trouvé sa femme dans la baignoire, allongée sur le côté, immergée dans l'eau. La tête de Malvina était vers le robinet, ses jambes étaient pliées aux genoux et la baignoire avait été remplie jusqu'à la soupape de trop-plein. Le robinet avait été fermé. Charles a noté que le corps et l'eau étaient tous deux encore chauds. Malvina avait des coupures à l'intérieur des lèvres, des ecchymoses sur l'œil et le menton gauche, au-dessus des coudes et sur la jambe gauche au-dessus du genou. La blouse blanche de la quarantenaire avait été déchirée à l'arrière, son cardigan était déchiré et sa lingerie avait été roulée jusqu'à ses genoux. Elle portait encore ses chaussures et son pantalon a été retrouvé trempé et à l'envers sur le sol de la chambre de Buddy. Il a été déterminé plus tard que malgré l'état de son corps, Malvina n'avait pas été agressée sexuellement. La cause officielle de sa mort a été répertoriée comme noyade et le médecin légiste a cru qu'elle avait été frappée au visage ou à la tête avant d'être placée dans l'eau. Selon tous les contes, Malvina était une femme gentille et agréable. Elle n'était pas le genre de personne que les gens pourraient s'attendre à rencontrer une fin violente. Ses voisins la décrivaient comme chaleureuse et amicale, tandis que ses amis la qualifiaient de vivante et active. En plus d'être mère et femme au foyer, elle était également bénévole à l'association des parents d'élèves et travailleuse d'église. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a commencé à reconstituer les événements de la journée de la quarantenaire. Plus tôt dans l'après-midi, son amie, Mildred Warning, accompagnée d'une autre amie, Florence Cubitt, s'était arrêtée pour voir les travaux de rénovation en cours. Selon Mildred, le duo avait appelé Malvina vers 12h45. Pour lui faire savoir qu'elles arrivaient, mais au lieu d'être accueillies par la voix chaleureuse de la maîtresse de maison, elles ont plutôt entendu la voix d'un homme inconnu à l'autre bout du téléphone. Ce n'était pas la voix de son mari, Charles. Mildred a cru que c'était un ouvrier et a voulu parler à Malvina. L'homme a hésité et Mildred a ensuite dit à l'étranger de dire à Malvina qu'ils arrivaient. Elle a ensuite entendu la voix de Malvina dire, citation, « Dis-lui que je viendrai la chercher à 1h30 ». Bien qu'une autre source rapporte que Malvina a dit, citation, « Dis-lui de ne pas venir me chercher aujourd'hui ». 1 heure plus tard, Mildred et Florence sont arrivées chez elle. Alors qu'elles se dirigeaient vers la maison de Malvina, elles ont vu un homme en sortir, monter dans sa voiture et partir. Bien que confuses au début, les deux amies ont vite écarté l'idée qu'un constructeur allait chercher des matériaux. Cela se produisait souvent. Lorsque les femmes ont frappé à la porte d'entrée sans obtenir de réponse, elles se sont dirigées vers la porte arrière qu'elles ont trouvée entrouverte. À l'intérieur, le duo a attendu 20 minutes sans que Malvina n'apparaisse. Avant de partir, elles lui ont laissé une note et une nouvelle veste pour Buddy. Lorsque la police a plus tard demandé aux deux femmes qui elles avaient vu monter dans la voiture, aucune d'elles n'a pu l'identifier ou le décrire, mais un voisin de 16 ans a affirmé que c'était un homme noir qui conduisait. Plus tôt ce jour-là, à 12h10, Buddy est rentré de l'école pour déjeuner. Son repas l'attendait déjà à son arrivée, et il a remarqué que la voiture de sa mère était toujours dans le garage. Un laitier qui livrait à ce moment-là a également repéré la voiture là-bas. Pendant que Buddy déjeunait, Malvina l'a appelé depuis la salle de bain lui racontant comment elle ferait ses tournées de journaux. Bien que Buddy ait apparemment entendu sa mère, il n'y a aucune preuve qui indique qu'il l'a physiquement vue. Le lendemain matin, la voiture de Malvina, une Buick bicolore blanche et grise de 1955, a été retrouvée 11 pâtés de maison plus loin, abandonnée au 4926 North Meridian Street. Malgré les recherches dans la zone, les clés de la voiture n'ont pu être retrouvées, ni à l'intérieur du véhicule. De manière déroutante, plusieurs témoins ont affirmé que la voiture était là depuis le matin du 28e, le jour avant que Malvina ne soit retrouvée morte. Des pièces à conviction notable ont été découvertes chez les Kreut. La police a écarté le vol comme motif car elle a trouvé des objets de valeur et des bijoux coûteux toujours présents, et le sac à main et l'argent de Malvina sont restés intacts. Cependant, lors de leur fouille de la maison, ils ont trouvé 3 empreintes digitales qui n'appartenaient pas à la famille.
Ils ont aussi trouvé dans la chambre de Buddy un crayon avec des cheveux collés dessus. Des oreillers ensanglantés ont également été trouvés ici. On pense que le crayon a été utilisé pour créer les petites coupures sur le front et le cuir chevelu de Malvina. Le crayon en question semblait être une piste solide au début. Charles a prétendu qu'il ne l'avait jamais vu auparavant et il était inscrit avec les mots White County Rural Electric Membership Corporation, Monticello, Indiana. Il a été retracé jusqu'à la Rural Electric Membership Corps qui avait distribué des milliers de crayons similaires et les avait utilisés dans leurs bureaux et branches. Cependant, ils étaient aussi laissés dans le vestibule du bâtiment de bureau, accessible à quiconque entrant. Cela a conduit les enquêteurs à une impasse. Les résultats de tout test effectué sur les cheveux trouvés avec le crayon, si un tel test a été effectué, n'ont pas été rendus publics. Parmi les autres éléments de preuve trouvés, on compte une serviette tachée de sang qui avait été découverte derrière la porte de la cuisine et un porte-serviette en chrome qui se trouvait dans l'évier de la salle de bain, ce qui a amené les enquêteurs à théoriser que Malvina avait repris connaissance et avait commencé à repousser son agresseur avant d'être noyée. Les forces de l'ordre avaient l'embarras du choix en ce qui concerne les suspects, car des ouvriers entraient et sortaient constamment de la maison. Au moins 4 hommes ont été confirmés comme travaillant sur la maison de la famille Krutz le jour où Malvina a rencontré sa fin. Mais les 4 hommes ont été blanchis après interrogatoire, bien que d'autres aient continué à être interrogés par la police. Un homme en particulier a été noté comme étant incapable de justifier de son emplacement pendant le temps du meurtre, bien que rien de plus ne semble avoir découlé de cela. Plusieurs autres suspects ont été interrogés et relâchés. Aucun n'a été nommé publiquement et on ne sait pas combien il y en avait. Un autostoppeur, qui était également un ancien détenu de l'Alabama, a été arrêté et interrogé en janvier, mais a été rapidement relâché. Un homme de 62 ans a également été interrogé, mais ni ses empreintes, ni celles de l'ancien détenu ne correspondent à celles trouvées dans la maison de la famille Krutz. Des délinquants sexuels locaux ont été enquêtés et en février 1958, une femme non identifiée a été interrogée mais ensuite relâchée après avoir réussi à un test de détecteur de mensonges. La police rencontrait tellement d'impasses qu'elle a commencé à se demander si peut-être Malvina avait des connaissances que son mari et ses amis ne connaissaient pas. Le mari de Malvina, Charles, a également été considéré comme un suspect à un moment donné. Il a été révélé que l'homme de 41 ans avait demandé le divorce le 13 janvier, citant, je cite, « une faute conjugale et une négligence grossière et délibérée des devoirs conjugaux sur une période de 10 ans ». Une audience concernant une ordonnance de protection était prévue pour le 17e, mais ni Charles ni Malvina ne se sont présentés, ce qui a conduit à l'abandon de la procédure de divorce. Selon Charles, le couple avait décidé de se réconcilier. L'avocat de Malvina a confirmé que c'était vrai. Elle aurait apparemment fait de même au début des années 1950 en demandant le divorce avant de se réconcilier une fois de plus avec son mari. Le couple devait comparaître devant le tribunal le 30 janvier en raison de leur absence précédente au tribunal. Charles a pu fournir un alibi pour le jour du décès de Malvina le 29 janvier. Il a passé la majeure partie de la journée dans son bureau où il travaillait en tant que directeur des ventes pour la Southern Transportation Company. Mais il est parti pendant 3 heures lorsqu'il est allé rendre visite à un ami qui a corroboré son histoire, tout comme la propriétaire de cet ami. Les détectives n'étaient cependant pas satisfaits de cet alibi et ont demandé à Charles de passer un test de polygraphe. Il a accepté mais a demandé qu'il le fasse après les funérailles de Malvina. L'un des premiers policiers sur les lieux, James Mullen, a noté plusieurs incohérences dans les déclarations de Charles. L'homme de 48 ans a d'abord déclaré être entré par la porte d'entrée, puis par l'arrière. Il a également dit aux agents des forces de l'ordre qu'il avait enlevé sa montre et ses bijoux en arrivant chez lui, mais qu'il n'avait pas changé de chemise avant de trouver le corps. Cependant, James Mullen a remarqué que la chemise qu'il portait semblait fraîche et non portée. Le 7 février, Charles et son ami, Charles Fleck, ont tous deux réussi des tests de polygraphe. Charles Krutz a été signalé comme étant coopératif et désireux d'aider et il a été interrogé pendant un total de 4 heures et demie. Une autre piste que les enquêteurs avaient était celle des étranges appels téléphoniques anonymes qui ont été faits à plusieurs reprises au mari de Malvina dans les jours suivant son décès. Les appels étaient souvent reçus la nuit et une femme avec un léger accent du Sud demandait « Est-ce Monsieur Krutz ?» et puis raccrochait quand Charles confirmait que c'était lui. Selon Mildred Warning, l'homme qui avait répondu au téléphone l'après-midi du 29 janvier avait également un léger accent du Sud.
Cela a amené la police à croire que les deux individus pourraient non se connaître et que la femme connaissait peut-être l'identité de l'homme. Ils craignaient que l'homme non identifié ne prenne des mesures pour faire taire la femme. Malgré cela, cette piste n'a rien donné de plus. Le 24 février, un peintre local nommé Lenroy Pennick a été amené devant le tribunal municipal concernant l'exécution de Malvina Cruz. Il aurait apparemment été incertain quant aux dates lorsqu'il a été interrogé et son récit de la journée était très confus. Son polygraphe a montré des signes de tromperie. Sa maison a été fouillée mais rien n'a été trouvé. Le 2 mars, l'affaire a été abandonnée. 4 ans plus tard, Pennick a été arrêté en lien avec la mort de sa petite amie avec qui il vivait, Carole Jean Martin. Il a d'abord accusé un autre homme, mais a ensuite déclaré qu'elle avait glissé et était tombée après être rentrée ivre et s'être disputée avec lui. En 1963, il a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré. Bien qu'il ait été à nouveau interrogé à propos de Malvina, il n'a rien révélé de nouveau et a nié toute implication. Puis, le 12 juin 1958, James Rogers, âgé de 25 ans, s'est rendu à la police pour avoir falsifié des chèques et commis plusieurs vols à main armée. Pendant l'interrogatoire, il a déclaré que son ami, un ancien peintre chez les Crut, était responsable de la disparition de Malvina. Il a plus tard changé cette histoire lorsqu'il a été interrogé par la police d'Indianapolis, affirmant qu'il était lui-même responsable. Il a raconté qu'il avait rencontré Malvina dans un restaurant et qu'elle l'avait invité chez elle. Là-bas, énervé, il l'a frappée au côté de la tête avec son poing. Elle s'est évanouie, alors il l'a traînée jusqu'à la salle de bain et l'a placée dans la baignoire, ouvrant l'eau froide. Quand Malvina ne s'est pas réveillée, Rogers a prétendu qu'il l'avait laissée, a conduit sa voiture, s'est garé, puis a jeté les clés dans un terrain vague à proximité. Bien que la voiture ait été abandonnée à la même adresse que celle donnée par Rogers, les clés n'ont jamais été retrouvées. Bien que les enquêteurs aient été enthousiasmés par cette évolution, ils étaient également sceptiques. Une grande partie des informations que Rogers a données étaient disponibles dans les journaux, et certaines parties de son histoire ne concordaient tout simplement pas. Un test de polygraphe administré par la police a suggéré qu'il mentait et Rogers a ensuite révélé qu'il l'était. Il a ensuite donné aux enquêteurs le nom des véritables coupables et cet homme a été enquêté pour finalement être blanchi. Rogers a ensuite donné plusieurs noms différents, tous se révélant être de fausses pistes. Au total, entre 200 et 250 personnes ont été interrogées en relation avec la mort de Malvina Cruz. Des détectives en ligne ont suggéré que c'était peut-être Charles et que l'homme qu'il était allé voir plus tôt ce jour-là était en fait son amant. Cela expliquerait le souhait de divorce de Malvina. On a également théorisé qu'un des ouvriers était responsable. Mais il y en avait tellement qui entraient et sortaient de la maison que cela a embrouillé l'enquête. Un autre élément qui a sérieusement affecté l'enquête est que l'affaire a changé de main plusieurs fois et à un moment donné, elle a été dirigée par des enquêteurs sérieusement inexpérimentés. La dernière théorie discutée en ce qui concerne l'affaire de Malvina est l'idée que Buddy était responsable. Cela est dû au fait que Buddy était à la maison pendant 1h30 et n'a pas une seule fois utilisé la salle de bain. Il n'y en avait qu'une dans sa maison et il n'a pas été dérangé par le pantalon mouillé ou les oreillers tachés de sang trouvés dans sa chambre. Cependant, beaucoup ont argumenté contre cette idée considérant que Buddy n'avait que 10 ans à l'époque. S'il avait quelque chose à voir avec l'attaque sur sa mère, il semblait probable qu'il aurait eu de l'aide de son père car il n'aurait pas pu soulever ou déplacer le corps tout seul. Cependant, tout cela n'est que spéculation et nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur le meurtre injuste de Malvina Cruz. À ce jour, son cas reste non résolu. Et voilà les faits. 2 affaires non résolues des années 1950. Veuillez laisser un commentaire avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de contenu sur les crimes réels, vous pouvez également consulter le podcast Cold Case Detective en suivant le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé, restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.